Bonsoir, bienvenue dans votre émission, chers téléspectateurs, votre émission Dites-moi tout, docteur, à travers la première chaîne de télévision nationale. En prélude de la journée mondiale des AVC, accidents vasculaires cérébraux, notre regard est porté sur un spécialiste en neuro. Et plus d'une fois passé dans cette émission, quoi qu'il en soit, son avis compte en neurologie et pour nous profanes, son sens de patriotisme est avéré également pour nous à nos yeux. Son combat pour rehausser le service du dit service devient pressant. Jeune professeur, Fodé Abbas Cissé soigne, aide et oriente. Dans ce dernier numéro du mois d'octobre, nous célébrons sur ce plateau un prélude, comme je le disais tout à l'heure, de la journée mondiale des AVC et nous essaierons de comprendre, bien évidemment, avec la complicité de notre invité, comment fonctionne le cerveau et qu'est-ce que c'est cette maladie. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Cissé. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos préoccupations de tout à l'heure. Et les téléspectateurs également vous appelleront pour partager les mêmes préoccupations. Mais avant de revenir à vous, nous allons écouter le jingle. Notre souci, professeur Cissé, c'est de comprendre aujourd'hui comment fonctionne le cerveau et à quel moment parle-t-on d'un accident vasculaire cérébral. AVC et tant d'autres maladies sont des troubles neurologiques, mais l'accent est mis sur l'AVC. Il reste au cœur de vos préoccupations, c'est-à-dire il reste aux préoccupations du service neurologique. Quelle explication faites-vous par rapport à cela? Bon, je commencerai déjà par vous remercier de l'invitation, parce que tout simplement, cela s'inscrit dans notre rôle de sensibilisation et d'amélioration continue du personnel médical et de notre propre personne. Donc oui, les AVC représentent une préoccupation majeure pour notre service, mais aussi pour tout le pays. Une des raisons en est simple, c'est que c'est la première cause de mortalité à l'hôpital national Ignace Dine. C'est qu'avec l'évolution des choses, le changement du style de vie, le stress, l'hypertension artérielle, le diabète, l'AVC est devenu plus fréquent que des maladies comme le paludisme, comme la fièvre typhoïde, comme le VIH ou la tuberculose. Donc ça devient un enjeu majeur de santé publique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité organiser une journée consacré uniquement à la prise en charge ou en tout cas à l'amélioration de la connaissance des AVC dans notre pays, appuyé par des collègues et des collaborateurs belges qui arrivent d'ailleurs aujourd'hui pour nous appuyer demain au Palais du Peuple afin que nous puissions mieux connaître les AVC mais aussi mieux les prendre en charge. Mieux les prendre en charge, ça va être donc le point de presse qui sera organisé dans la salle de congrès du Palais. Mais avant, professeur, nous voulons comprendre l'anatomie, le fonctionnement de ce précieux organe qui est le cerveau. La question m'interpelle à plus d'un point parce que le cerveau, c'est vraiment un organe fabuleux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé la journée la marche du cerveau. C'est pour que l'on comprenne déjà que le cerveau est... On le sait, hein, il y a même une musique très célèbre dans notre pays qui dit que la tête c'est le problème, mais le cerveau est très important. C'est lui qui nous permet de voir. Ce n'est pas les yeux qui voient. L'information est recueillie par l'œil, mais c'est le cerveau qui analyse. Pour marcher, il faut le cerveau. Pour parler, il faut le cerveau. Pour comprendre, il faut le cerveau. Donc le cerveau, sur le plan anatomique, comprend différents lobes. On a le lobe frontal, c'est celui qui est en avant, qui s'occupe de tout ce qui est motricité. Tout cela se trouve dans la boîte crânienne. Dans la boîte crânienne, oui. Dans la boîte crânienne, si on veut résumer, il y a trois grands groupes d'organes. Il y a l'encéphale, je reviendrai dessus.
Il y a ce qu'on appelle le tronc cérébral, si on pouvait zoomer sur l'image. On va zoomer tout à l'heure sur l'image. Moi, j'ai en fait, professeur, voilà, j'ai ceci. Voilà. Alors, je vois une grande masse là. On appelle ça l'encéphale. Voilà. Et tout en dessous, vous voyez une autre masse, voilà, oui, qu'on appelle le cervelet. Et en avant de ce cervelet, il y a ce qu'on appelle le tronc cérébral. D'accord. Le tronc cérébral, il comprend aussi différentes parties. Mais on va zoomer sur votre ordi et on va voir ce que c'est, l'anatomie, le fonctionnement de ce précieux organe, le cerveau, qui voit, qui commande les sens, les différentes parties du corps et qui nous donne la possibilité de communiquer. Oui, on peut. D'accord. Alors, allez-y. Donc voilà, donc là nous sommes sur ce qu'on appelle une vue externe de l'encéphale. Donc en avant nous avons le lobe frontal, ensuite le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Donc en avant, le lobe frontal va s'occuper de tout ce qui est mouvement, la marche, la coordination de ces mouvements. C'est pour cela qu'en cas d'atteinte de cette zone, les gens ont des difficultés à marcher, on dit que le côté est paralysé. Vous avez ensuite derrière le lobe dit pariétal qui s'occupe de la sensibilité. C'est ce qui me permet de comprendre qu'est-ce que je touche. Est-ce que c'est du bois que je touche? Est-ce que c'est un être humain que je touche, etc. Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est du feu, par exemple, pour protéger ma main? Excellent. Donc, est-ce que voilà, c'est une piqûre que je reçois? Donc, ça s'occupe de la sensibilité. Ensuite, nous avons le lobe occipital. C'est lui qui nous permet de voir. Donc, toutes les informations visuelles qui sont recueillies par le globe oculaire et les nerfs optiques sont analysés à l'arrière de la tête au niveau du lobe occipital. Et enfin, nous avons le lobe temporal qui s'occupe surtout de l'audition, mais surtout d'une très grande fonction qui est la mémoire. C'est ce lobe temporal qui est en bas ici qui me permet de me rappeler de mes cours d'anatomie, de mes cours de neurologie, de me rappeler que c'est Madame Sissoko qui est journaliste. Donc le lobe temporal s'occupe de ça. Et il y a un cinquième lobe qui est le lobe de l'insula qui aussi est impliqué dans tout ce qui est processus émotionnel, mais aussi dans la mémoire. Donc cet encéphale est complété par le cervelet. Le cervelet, c'est le petit cerveau, il est en bas du cerveau. Je peux le montrer sur un autre schéma, qui va s'occuper surtout de la coordination des mouvements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est là, le cervelet. Donc il est à la base du cerveau, il comprend 2 lobes. Mais son rôle principal, c'est d'assurer la contraction et la décontraction des muscles pour que je puisse, par exemple, être assis en équilibre. Donc l'équilibre dépend de cet organe. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le tronc cérébral, qui comprend 3 parties. La partie basse, c'est le bulbe. Pour résumer, le bulbe s'occupe surtout de toutes les fonctions qui sont dites végétatives. Par exemple, la respiration, je ne peux pas contrôler ma respiration. C'est sous le contrôle du système nerveux dit autonome. Il est autonome, il est indépendant. Donc la respiration, par exemple, les battements cardiaques. Ce n'est pas moi qui décide que mon cœur batte ou pas. Il y a des nerfs qui quittent la base du cerveau et qui s'occupent de la contraction de mon cœur. Prenons par exemple les intestins. Quand vous mangez, ce qu'on appelle les mouvements de péristaltisme dépendent de ces nerfs-là. On parle du nerf vague. Donc la partie inférieure du tronc cérébral appelé le bulbe va s'occuper en grande partie du système nerveux autonome. Il y a une partie moyenne qui s'appelle la protubérance annulaire où il y a des nerfs crâniens. Par exemple, le nerf facial, on voit souvent des gens avec la bouche qui part d'un côté, c'est parce que le nerf qui s'occupe de la motricité du visage est touché et est à ce niveau-là. Par exemple, la sensibilité du visage est gérée par cette zone. Et si on monte plus haut, nous avons tout ce qu'on appelle les mouvements oculaires. Par exemple, regardez à gauche, regardez à droite. Donc à ce niveau, il y a également des nerfs dits des nerfs oculomoteurs. Donc pour résumer, au niveau de la boîte crânienne, l'ensemble des organes contenus dans la boîte crânienne sont appelés encéphales. Donc on a le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Ce qui est important, c'est de savoir que toutes nos fonctions vitales et nos fonctions de relation sont gérées par le cerveau. Et c'est là que réside la gravité de l'AVC, parce qu'il vous déshumanise. Toutes les fonctions qui font de vous des humains, qui vous permettent de marcher, qui vous permettent de parler, d'articuler, d'être en équilibre, peuvent être frappées et vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est assez grave dans un contexte où le système social est encore à bâtir. Très bien. Alors, professeur, moi j'ai quelques questions par rapport à tout ce que vous
ce cours magistral que vous avez donné tout à l'heure, mais on va continuer, je vais revenir dessus. On va parler plutôt de notre thème d'aujourd'hui, l'AVC ou des AVC. Et le déclenche soit une mort subite, soit un handicap. Le cerveau, c'est le mécanisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui déclenche la mort-là. Et pour vous, c'est tellement banal. Et professeur, à quel moment ce mécanisme devient défectueux? Vous l'avez dit, parfois une partie de bouche est penchée d'un côté. À quel moment il y a eu défection d'un système ou d'un mécanisme de toutes les veines que vous avez énumérées tout à l'heure, et à quel moment ça donne la mort subite et à quel moment ça donne un handicap? On va faire simple. Nous allons commencer par la définition de l'AVC. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Donc tous les messages clés sont contenus dans cela. Accident vasculaire cérébral. C'est lorsque nous avons la perte d'une des fonctions neurologiques dont on a parlé. Lorsqu'on perd brutalement sa capacité à marcher, on peut perdre brutalement sa capacité à être en équilibre, on peut perdre brutalement la conscience par exemple, on peut perdre brutalement la sensibilité, et dû à un trouble de la circulation du sang dans le cerveau. C'est ça le problème de l'AVC. C'est que soit le sang n'arrive pas correctement au niveau du cerveau, parce que les tuyaux que nous montrons là sont bouchés, qu'est-ce qui bouche aussi, ou bien les tuyaux ont éclaté. Donc il y a plusieurs causes qui bouchent les vaisseaux. Donc pour les résumer, il y a les maladies des vaisseaux. Par exemple, je mange beaucoup de graisse, du beurre tous les jours, et tout ça entraîne une modification qu'on peut appeler l'athérosclérose, qui peut entraîner que les vaisseaux soient bouchés. Il y a les maladies du sang, des maladies très fréquentes chez nous comme la drépanocytose, certaines anémies, certains troubles de la coagulation du sang peuvent boucher les vaisseaux. Et donc, nous avons enfin les problèmes cardiaques. C'est d'ailleurs 20% des accidents vasculaires cérébraux. Lorsque vous avez une maladie cardiaque comme les valvulopathies rhumatismales ou encore la fibrillation auriculaire quand le cœur ne se contracte pas bien, cela entraîne la formation de caillots qui sont envoyés au niveau du cerveau et cela peut boucher les vaisseaux et donner un AVC qui est dit ischémique. Ischémique, ça veut dire que le sang n'arrive pas au niveau du cerveau. Il y a un second type d'AVC qui est dit hémorragique. C'est ce qui arrive aussi dans une grande proportion chez nous. Je suis hypertendu, je n'ai pas forcément les moyens de me payer les médicaments. Je dis bon, je garde mon médicament, j'attends que quand ça monte, je vais prendre les médicaments. Et parfois, la tension monte et déborde et fait éclater les vaisseaux dans la tête. Et donc, quand cela arrive, vous avez du sang sur les neurones. Et là, ça ne va pas. Le sang sur les neurones, ça entraîne ce qu'on appelle la lyse, c'est-à-dire la destruction des hématies. Et il y a un dépôt de fer, parce qu'il y a du fer dans les hématies pour transporter l'oxygène. Donc le fer va se déposer sur les neurones, entraîner la mort de ces cellules et donc donner des symptômes. Donc pour résumer, c'est lorsque nous avons un trouble de la circulation du sang au niveau du cerveau que nous avons les symptômes, soit à type de handicap ou bien à type de mort. Si le centre cardio-respiratoire dont je venais de parler, qu'on appelle le bulbe, le centre qui s'occupe de la respiration est frappé par une hémorragie ou par une ischémie, on a une mort subite. Alors, professeur, tout à l'heure, vous avez parlé de l'hypertension artérielle. Lorsqu'on est soumis à un traitement, lorsque la tension est normale parfois, est-ce qu'on est obligé de prendre les médicaments ou on est soumis à un traitement, on doit prendre périodiquement le médicament? Le traitement de l'hypertension, il est à vie. Et parfois, je vois certaines personnes, aujourd'hui c'est à 12, 13, je peux me passer de mon médicament, je peux jusqu'à ce que ça monte un tout petit peu. Qu'est-ce que vous recommandez? Voilà, pas ce que je recommande aujourd'hui, comme on dit souvent ailleurs, c'est l'evidence-based medicine, c'est-à-dire c'est la médecine qui est basée sur les preuves, c'est pas la médecine du docteur Abbas, non. Les données sont accessibles, tout le monde a accès à Internet et peut télécharger les articles. Même quand vous n'êtes pas médecin, vous pouvez vous informer sur les récentes recommandations sur l'hypertension artérielle. Et c'est clair, chez le normotendu, lorsqu'on vous a diagnostiqué une hypertension artérielle et que vos chiffres sont normaux, vous devez prendre les médicaments, cela protège vos vaisseaux. La raison en est simple, mieux vaut prévenir que guérir et cela diminue le nombre d'autres complications parce qu'il n'y a pas que l'AVC.
Il y a les infarctus du myocarde qui sont la première cause de mortalité dans le monde. Il y a les pathologies rénales pour lesquelles vous devez être dialysé avec le coût que l'on connaît. Vous avez les maladies thromboemboliques veineuses, d'autres maladies des vaisseaux. Donc, chez le normotendu, il est vivement recommandé de continuer son traitement. On peut revoir la dose. Vous pouvez voir votre médecin et réduire la dose. Vous pouvez espacer les prises, mais l'arrêt du traitement vous expose à de graves complications cardiovasculaires. Très bien. La prise en charge, professeur, des AVC est très coûteuse. La durée de traitement aussi est excessivement longue. Votre expérience, votre expertise est avérée dans ce secteur, mais les moyens techniques et financiers vous échappent. Et la plupart de ces patients qui arrivent chez vous sont issus des familles vraiment défavorisées. Est-ce une aide sociale quelque part? Oui, naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, les mécanismes sont connus, les données sont disponibles. Avant d'arriver là, effectivement, je regardais la littérature et les données en France. Le coût annuel de la prise en charge d'un AVC en France est de 18 000 euros. Au Sénégal, il se lève au-delà de 80 000 francs CFA. Il y a des propositions qui sont faites à des pays comme les nôtres. C'est qu'on connaît tout le bilan à faire devant un AVC. Il faut faire un scanner, il faut faire un électrocardiogramme, il faut faire une échographie cardiaque, il faut faire un bilan biologique. Comme pour la césarienne, on peut faire un kit AVC. Pourquoi? Parce que c'est fréquent. Pourquoi? Parce que ça handicape. Pourquoi? Parce que ça tue. Donc s'il y a un kit AVC, s'il y a un panel d'experts formés dans un hôpital comme Donka, cela doit être possible. Effectivement, les moyens, il les faut. Je tiens à spécifier ça ici parce qu'on est souvent confronté à cela à l'hôpital. On vient avec un malade et on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Je dis, mais nous, quand on a été formés, on nous a expliqué qu'il y a un plan de traitement. Pour traiter un patient, quel qu'il soit, quelle que soit la pathologie, il y a les buts du traitement. Il y a les moyens du traitement, il y a les indications et le pronostic. Il y a les buts, pourquoi est-ce qu'il faut traiter ce monsieur? Est-ce qu'il faut assurer la survie? Est-ce qu'il faut limiter les séquelles? Est-ce qu'il faut planifier la rééducation, la réinsertion, etc. Il y a les moyens diagnostiques, les moyens institutionnels, les moyens médicamenteux, etc. Il y a les indications. Chaque médicament a une indication. Mais s'il n'y a pas de moyens, alors nous ne pouvons pas poser les indications. Et s'il n'y a pas d'indication, il faut que ce soit clair. Ça finit très très mal. La mort a tendance à augmenter et à se normaliser dans notre hôpital et cela n'est pas normal. Donc encore une fois, oui, il faut que les moyens soient disponibles parce que le leitmotiv aujourd'hui dans le monde c'est One World, One Health. C'est-à-dire qu'un monde, une santé, nous ne pouvons plus continuer à vouloir réinventer la roue parce que ça finit mal. Très bien. On ne réinvente pas la roue, professeur, c'est lui qui le dit. Professeur, je disais tout à l'heure, vous avez dit également, je reviens dessus, il y a plus de morts au service neurologique. Et moi, j'ai l'impression que nous avons remarqué que c'est les handicaps, c'est-à-dire l'incapacité liée à cette maladie qui augmente considérablement, mais aujourd'hui, liée à la mort, diminue progressivement. Est-ce qu'il y a une explication logique à cela? Oui, parce que bon, peut-être les médecins sont peut-être de plus en plus formés, les gens sont de plus en plus alertes, les gens savent, parce qu'il y a beaucoup de cas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu quelqu'un qui est paralysé et ils savent que c'est très grave. Donc, dès que les gens voient que le côté ne bouge plus, ils viennent en neurologie. Maintenant, il faut que la neurologie ait les moyens de les accompagner. Mais oui, le taux de mortalité a tendance à baisser. Cela est connu. On appelle ça l'effet stroke center. C'est-à-dire que lorsqu'on regroupe les malades qui sont victimes d'AVC dans un service où les gens ont l'habitude de voir ces malades, on dit que c'est en fait la prévention des complications. Parce que souvent, ce n'est pas l'AVC qui tue. Dans beaucoup de cas, ce sont les complications qui sont liées à l'alitement. Donc, si on ne fait pas ce qu'on appelle chez nous la prévention, par exemple, des thrombus dans les vaisseaux, en mettant les anticoagulants, les gens meurent, il y en a qui n'arrivent pas à avaler. L'AVC, ça vous empêche d'avaler. Et donc, si on ne met pas une sonde nasogastrique, c'est des gens qui vont avoir les poumons inondés. Les parents vont dire, ah, depuis le matin, il n'a pas mangé, on va lui donner à manger. Sauf que le monsieur, il est couché, il a des troubles de la déglutition. Ça va dans les poumons, il y a une infection pulmonaire et il y a le décès. Il y en a qui restent couchés pendant longtemps et qui ont des plaies au niveau du dos. Si on n'a pas la culture de les mobiliser, les gens meurent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été inventé, et c'est de ça que les Belges parleront demain, les unités neurovasculaires. Ce sont des lits qui sont dédiés uniquement aux patients AVC. La filière de prise en charge de ces patients doit être structurée avant l'hôpital, dans l'hôpital et après l'hôpital. Si cela est fait,
Ça permet une réduction de la mortalité. En France, en 1985, il y avait environ plus de 150 000 nouveaux cas par an. Actuellement, ils sont entre 120 000 et 130 000. Donc, une réduction drastique de non seulement de la mortalité, mais aussi de l'intensité du handicap. Chez nous, c'est encore assez léger parce que déjà la prise en charge préhospitalière pose problème. À l'interne, les médecins font ce qu'ils peuvent, mais on n'a que les données de Conakry. Par contre, les données sur l'étendue du territoire vous échappe. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, les statistiques, vous l'aviez, les statistiques nationales ou seulement concernant le service neurologie? Bon, je pourrais donner une réponse de politicien, mais je ne ferai pas ça. D'accord. Non, d'accord, vous n'avez pas de je parle sous le contrôle des autorités du département. Où se situe le problème? Pourquoi jusqu'à présent, professeur Abbas, les statistiques, les données nous sont... Je pense que c'est une affaire de volonté. Bon, que personne ne le prenne pour lui. C'est pas du tout une critique, mais c'est une affaire de volonté. Les Sud-Africains font ça. Hein. Il faut mettre un programme national. Si on estime que aujourd'hui les gens qui tombent sont nombreux, les gens qui meurent subitement sont nombreux, il faut un programme national de prévention des maladies cardiovasculaires qui va prendre la tâche avec... Vous ne pouvez pas en proposer, vous, par exemple? Il y a des personnes identifiées qui sont responsables de ça et qui, à mon avis, peuvent... il faut que parfois, professeur, vous avez proposé. Il faut proposer... Je pense que les gens sont ouverts à cela et il faut juste qu'il y ait les moyens. Mais le plan, par exemple, en France, il y a un plan national AVC. En Afrique du Sud, il y a un programme de prévention primaire des maladies cardiovasculaires. Ce sont des plans qui existent déjà. Si nous ne savons pas faire, nous pouvons demander. On reçoit des Belges aujourd'hui qui demain vont parler de ça, qui ont des registres pour les AVC. Si nous ne savons pas faire, nous pouvons leur poser les questions. Mais il y a un besoin que les maladies cardiovasculaires entrent dans l'agenda politique. Parce que ce n'est pas avec mes discours à la télé ou avec mon envie que l'on va identifier l'AVC à Zérékoré. C'est vraiment avec des actions concrètes. Aujourd'hui, on a besoin, avant de parler cette conférence de presse prévue au palais, dans la salle de congrès, quelles sont aujourd'hui concrètement les difficultés de votre service? Les difficultés de mon service. Oui. La prise en charge, la capacité d'accueil. Elles sont plurifactorielles. Demain, nous vous invitons au palais pour voir. On va vous montrer comment le paralysé monte à l'étage, mais en vidéo. Les difficultés sont multiples, elles sont plurifactorielles. C'est lié à notre passé, c'est lié à notre présent, c'est lié à l'organisation globale des soins, c'est lié au niveau de pauvreté de notre pays. Mais la prise en charge de l'AVC, elle est connue. La difficulté, ça commence en pré-hospitalier. Si vous êtes en France et que vous avez un symptôme évocateur d'AVC, vous appelez le 15. L'ambulance vient vous prendre. Si vous êtes à la RTG et que vous avez une déviation de la bouche, on vous met sur le côté, peut-être on vous roule par terre d'abord et après on appelle le taxi. Donc déjà, il y a du temps. Il faut déjà que les gens qui sont autour s'en rendent compte. On a beaucoup de patients que l'on reçoit avec un retard de prise en charge. Il faut dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, le délai de prise en charge optimal pour un AVC, c'est dans l'heure. Oui. C'est-à-dire que, voilà. Et chez nous, le type arrive 2 jours après, il dit « je suis paralysé depuis 2 jours ». Bon. La prise en charge tardive complique les choses. Time is brain. Le temps, c'est du cerveau. Par minute perdue, c'est 2 millions de neurones, c'est 14 milliards de synapses. Et quand vous arrivez après 2 jours, les lésions sont déjà fixées. Ça devient très compliqué pour le neurologue. Donc, déjà, la prise en charge, comme quand il y avait Ebola, pré-hospitalière doit être améliorée. Pas que pour l'AVC, pour la femme enceinte, pour l'infarctus du myocarde, pour le traumatisé de la voie publique. Secondo, c'est la prise en charge en intra-hospitalier. Il faut que la filière soit organisée. Les connaissances sont disponibles. Beaucoup de gens très intelligents dans le monde ont fait des propositions. Il faut que le scanner soit disponible. Il faut que le malade puisse appeler. Si j'ai un souci tout à l'heure sur le plateau, il faut que je puisse dire à l'hôpital Lignazine, écoutez, je ne vais pas bien, mais j'arrive. Donc, il faut que les gens soient prêts à me recevoir. Il faut que le neurologue ou le médecin urgentiste soit formé à l'AVC, qu'il puisse l'identifier, que le scanner soit disponible et que le patient soit hospitalisé et pris en charge. Si donc, moi je comprends bien, professeur, les problèmes sont vraiment majeurs au service. Alors aussi le service de neurologie, conditions de vie des travailleurs vous hante en vous entendre parler, mais également la capacité d'accueil. Tous ces problèmes vous préoccupent, professeur, d'où pour la première fois, un point de presse, une conférence de presse est organisée demain pour inviter certaines personnes ressources pour poser la problématique de cette maladie. Alors,
vous allez nous faire dégager des grandes lignes de la rencontre de demain. Vous êtes en première ligne de cette conférence de presse. Il y a également des invités venus d'ailleurs. Alors, professeur, les objectifs d'abord. Quel est l'objectif de cette conférence de presse? Les perspectives, les attentes, il y en a beaucoup. Alors, parlez-nous un tout petit peu. Ben, les perspectives, pour ne pas faire de grands déballages, ils sont doubles. Le premier, c'est d'abord la sensibilisation. C'est un call to action, c'est vraiment un appel à l'action. Parce qu'on est souvent face au Guinéen et on lui explique qu'il va rester couché. Et c'est pas agréable. Avec une conférence de presse, vous pensez que ça peut porter... On essaye, on fait avec ce qui est disponible. Je suis un optimiste. Je me veux optimiste dans la prise en charge de l'AVC. Sinon, c'est désolant. Le type est frappé dans sa dignité, il est frappé dans son intégrité et il voit un neurologue qui n'a pas d'espoir. Ça ne l'encourage pas. Donc, on se veut positif. On se dit que d'autres l'ont fait, peut-être que nous pouvons le faire. Donc, c'est un appel à l'action pour dire, écoutez, il n'y a pas de combat entre nous. Parce que souvent, dans notre pays, on est amené à se battre avec les gens de notre service pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et aujourd'hui, l'heure est à vraiment la solidarité, qu'on se donne la main pour que le malade soit la star. Parce que le type qui vient en neurologie, est-il satisfait de la prise en charge? C'est la question de lui qu'il faut poser. Il faut aller dans le service, il faut voir le malade qui est couché, le demander, est-ce que M. Cissé a correctement fait le travail? Si ce n'est pas bien fait, il faut que nous comprenions que ce n'est pas bien fait et que nous devons nous engager à la qualité. Donc, le but, c'est un appel à l'action et dire à nos autorités que, attention, l'AVC, c'est grave. On a récemment perdu dans notre service un recteur d'université et ça nous a laissé vraiment une douche froide pour des raisons organisationnelles. Donc, c'est un appel à l'action. Deuxièmement, c'est aussi pour nous former. Parce que comme disait Patrick Ridley, si vous ne devenez pas meilleur, vous devenez pire. Donc nous devons nous aussi nous remettre en question, collaborer avec d'autres collègues qui sont dans des conditions plus optimales, qui vont arriver et nous donner leur expérience, leur façon de faire pour que nous nous remettions en question et nous nous améliorons. Donc ce n'est pas du tout pour critiquer, ce n'est pas du tout pour se lancer dans un combat, c'est vraiment pour appeler à l'action et pour dire que, voilà, que les AVC sont très graves, mais qu'il n'y a pas lieu de désespérer parce que tout le monde est à risque et donc l'organisation de la filière de prise en charge des AVC, comme les Français le disent, c'est structurant pour tout le système. Le fait de vouloir améliorer la prise en charge des AVC vous oblige à améliorer la filière préhospitalière. C'est-à-dire que celui qui va tomber d'une moto, on dira, ah ben tiens, il y a un numéro pour l'amener plus vite. C'est-à-dire qu'on apprend à lutter contre la perte de temps. Et c'est pour ça que les anglo-saxons utilisent l'acronyme Time is Brain, ou Time is Everything, c'est-à-dire que le temps c'est tout. Donc ça nous aide à nous organiser, ça nous aide à nous équiper. Ça veut dire qu'à Ignazine, dorénavant, on pourra avoir un scanner pour le dos, pour la poitrine. Donc le scanner, on en a besoin. Et les médicaments, à mon avis, doivent être disponibles. Il faut qu'il y ait un kit AVC pour que l'on ne perde pas beaucoup de temps dans la prise en charge de nos compatriotes. On continue avec les activités de demain. C'est bientôt la deuxième partie de l'émission. On va ouvrir plutôt que prévu la ligne téléphonique pour permettre aux téléspectateurs de participer massivement dans cette émission, une manière à nous de célébrer un prélude de la journée de demain. Quels sont les acteurs principaux impliqués pour la conférence de demain? C'est seulement cette conférence, vous vous limitez à cela? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à l'intérieur ou dans d'autres localités? Il y a plusieurs activités qui vont être déroulées. C'est juste pour l'annonce de la marche du cerveau. Il y a, je pense, une randonnée pédestre qui est prévue. Il y aura une conférence. Randonnée de où à où, professeur? Bon, on va faire marcher les gens. Hein. On va faire marcher peut-être du palais du peuple. On a l'habitude des marches en Guinée. Hein, donc la distance n'est pas un problème. Ignasdine Donka ou Ignasdine Dixine, ça pourrait être une bonne chose. Ça ferait faire du sport à beaucoup de gens. Secondo, il y aura des consultations médicales gratuites. Le service de neurologie se fera un plaisir avec toute l'équipe, j'espère du moins. S'invitera au Palais du Peuple consulter gratuitement les gens, si on a les ressources, et donner les médicaments. Et je pense qu'il y aura un spectacle organisé pour aider à l'équipement du service de neurologie. Donc il y a toute une série d'activités qui sera déroulée pour sensibiliser les gens à faire du sport, à manger moins gras, moins salé, moins sucré. À se stresser moins et à manger plus de légumes et fruits pour éviter la survenue des AVC. Professeur, on a déjà un appel. Moi, je voulais poser une question, mais j'attends. Oui, allô, messieurs. Oui, allô. Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, madame. Votre nom et d'où vous nous appelez? Moi, c'est Sila Daouda Dinam. J'appelle depuis
Adicine. Oui. Allô? Oui, monsieur Silla, nous vous écoutons. D'abord, je remercie beaucoup le professeur. Merci. Et j'ai suivi vraiment avec intérêt vraiment ce petit exposé qu'il vient de faire. Mais j'ai une question à lui poser. Rapidement, allez-y. Voilà, c'est par rapport aux AVC. Est-ce que à Donka aussi, il y a les AVC, bon, en tout cas, il y a le traitement des AVC à Donka. Il demande s'il y a un service adéquat à Donka. Oui, on a compris. C'est la seule question, monsieur Silla. Bon, deuxième question, c'est pour une précision. Est-ce que demain, à Donka, il y a une consultation gratuite? Ben, c'est pas à Donka, je crois que c'est à Niazine. À Niazine, je veux dire. Oui, voilà, il y a une consultation. Non, il n'y a pas de... Demain, c'est la conférence. Ah, c'est la conférence, c'est après Mais demain. s'il veut consulter, moi, je me fais un plaisir de le voir gratuitement. Alors, mardi matin, il peut venir à Ignazine, je vais le voir gratuitement. Alors, vous pouvez passer le voir. Et ce passage, je suis très content parce que c'est un monsieur de Dubreka aussi. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je comprends que la neurologie, c'est à Dubreka. Non. Ok. Non. Vous avez l'opportunité de le rencontrer. Il se donne le plaisir de vous consulter gratuitement. Voilà. Bon, c'est bien, ça fait bien d'appeler. Hein. Professeur, sa première question, est-ce qu'il y a un service approprié? Il y a une unité avec un neurologue qui a été formé à Ignazine avec nous. Donc il y a une unité de neurologie qui est dirigée par le docteur Vamala Guidavogui, donc qui s'occupe des patients AVC là-bas. Peut-être qu'avec la rénovation, il y aura un service, je ne sais pas honnêtement, mais oui, je pense que le docteur Vamala est assez apte à prendre en charge un AVC en collaboration avec le service de médecine interne et des urgences. Quoi. Donc oui. La deuxième question, la précision. C'était est-ce qu'il y a une consultation gratuite demain? Demain, on passe la matinée pendant 3 heures au Palais du Peuple pour parler un tout petit peu d'AVC et écouter aussi le public et les patients. Les invités, professeur, ils viennent d'où? Les invités? Oui, étrangers. Il y a 3 neurologues qui viennent de l'hôpital d'Erasme, c'est à l'Université libre de Bruxelles. Donc, c'est des spécialistes en neurologie vasculaire avec lesquels on a un projet de comparaison du type d'AVC et du volume des hématomes entre Ignazine et l'hôpital Erasme, parce que moi j'y ai été pendant 1 an. Et donc j'en ai profité pour leur dire, écoutez, comme vous venez en Afrique, c'est encore l'occasion de nous former, parce qu'on sait très peu de choses. Il n'y a pas un projet de partenariat en vue, dans le futur, en perspective? Si, il y a des projets de partenariat en vue, oui, on est dans cette collaboration-là. C'est d'ailleurs ça, c'est pour ça qu'ils viennent faire des cours. Constater, tâter le terrain, voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Vous avez parlé des Belges et souvent quand vous donnez des exemples, vous parlez des Sud-Africains. Pourquoi ils ne sont pas là, eux? Les Sud-Africains. Parce qu'ils sont aussi équipés. Hein? Oui, vous prenez l'exemple souvent sur eux. Bon, en fait, en Afrique, dans le G20, c'est l'Afrique du Sud qu'on invite parce que bon, ils ont un groupe de gens assez formés, assez dynamiques et assez actifs. Et ils font des articles parce qu'en médecine, on est obligé de temps en temps de lire, d'écrire, de lire les articles des autres. Et en tout cas, les mieux élaborés en termes de neurologie vasculaire en Afrique sont écrits en Afrique du Sud. Donc, oui. D'accord. On va encore prendre, sinon, avant. D'accord, je voulais demander. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment ça va? Votre nom et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Roger Doré, j'appelle de Symphonia. Votre question, s'il vous plaît. Pardon? Vous avez une question pour professeur Cissé? Oui, je voulais poser une question à professeur Cissé. Allez-y. Pardon? Posez la question, nous vous écoutons. Bon, par rapport aux maladies cardiovasculaires, j'avais l'impression que ça touchait seulement des personnes âgées. Allez-y, messieurs. Mais maintenant? Alors, j'ai l'impression qu'il y avait trop de... Oui, alors, pour ceux qui veulent poser des questions, éloignez-vous de votre poste téléviseur afin de vous écouter par ici. Sinon, il y aura beaucoup d'écho et on ne pourra pas décrypter ce que vous dites. On va prendre cet autre appel. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et d'où vous nous appelez?
Allô? Allô, oui. Votre nom et d'où vous nous appelez? Ok, moi c'est Baldi Alphama. Oui. Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Vous me recevez? On vous reçoit. Allô? On vous reçoit. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Je suis sorti dehors dans les gens. Voilà, c'est mieux. Je m'appelle Baldi Alphama, je vous appelle de Pierre Minière. D'accord. Votre question. Bonsoir le professeur. Bonsoir. Comment dirais-je? Ma question est la suivante. Oui. Allô? Nous vous recevons. Ok, qu'est-ce qui provoque les accidents vasculo-cérébrales là? Tout d'un coup, on arrive à des crises et puis mort s'ensuit quoi. Souvent, ça arrive aux gens. Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui est à la base de ça en fait? Et comment peut-on éviter cela? La prévention, il en a parlé. Peut-être que vous avez pris le train en marche, sinon tout a été dit. Professeur, nous vous écoutons. Les causes sont nombreuses. Hein. Quand on prend les ischémies, il y a plus de 200 causes. Mais ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'il y a les maladies des vaisseaux. Tout ce qui entraîne une inflammation des vaisseaux, quel que soit infectieux, comme le VIH ou la tuberculose ou encore d'autres virus, peut entraîner des AVC. L'athérosclérose, par exemple, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'activité physique, on mange du gras tout le temps avec du sel, cela peut entraîner des AVC. Les maladies du sang, comme on l'avait dit, hein, les troubles de la coagulation sanguine, des maladies comme la drépanocytose, la polyglobulie, c'est quand il y a beaucoup trop de globules rouges, donc ça forme des caillots et ça entraîne des AVC. Il y a les problèmes cardiaques, hein, toutes les maladies cardiaques, les grandes insuffisances cardiaques, les difficultés de contraction comme la fibrillation auriculaire, les problèmes des valves d'origine infectieuse, les endocardites, c'est lorsqu'il y a une inflammation de l'endocarde, peuvent donner des AVC. Donc les causes sont multiples. Mais ce qu'il faut dire surtout parmi toutes ces causes-là, le principal facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Lorsqu'on gère bien l'hypertension artérielle, cela réduit de 40% le risque d'AVC. C'est déjà beaucoup. Et voilà, hein? oui, beaucoup, oui, c'est quasiment la moitié. Si on gère bien les AVC, l'hypertension artérielle en prévention, on réduit de moitié quasiment le risque d'AVC. Donc en termes de prévention, la prévention primaire repose sur la correction des facteurs de risque. Donc hypertension, manger moins salé, se stresser moins, faire du sport. Et si on est hypertendu... Professeur, se stresser moins avec tout ce qu'on a comme problème. Comment est-ce qu'on peut faire? On est obligé, sinon c'est l'AVC. Alors, quel conseil vous nous donnez? Beaucoup. Parce que vraiment, le stress, il paraît que c'est aussi un des facteurs de beaucoup de maladies. Il y a beaucoup, ça dépend des êtres humains, mais bon, il y a des stresseurs externes et internes, donc ça dépend de chacun. Il faut éviter les stresseurs externes et à l'interne, bon, il faut faire beaucoup d'activités physiques. Bon, un exemple simple pour moi, j'aimerais bien lire. Quand les gens lisent, c'est pour ça que les autres lisent beaucoup. Donc le fait de lire nous aide à changer d'idée. Parce qu'on est souvent entre deux marches, on est souvent entre ceci ou cela. Donc on a souvent des dépôts négatifs dans la tête. Donc le fait de lire, le fait d'avoir des informations positives, d'acquérir de nouvelles informations nous permet de mieux nous sentir, donc d'être moins stressés. Donc il y a la question du diabète. Le diabète multiplie par 2 le risque d'AVC. Donc si vous êtes diabétique, il faut prendre votre traitement antidiabétique et faire régulièrement du sport. Il y a les dyslipidémies, c'est-à-dire lorsque le taux de cholestérol, LDL, de mauvais cholestérol est élevé par exemple. Donc ça, il faut lutter contre. Le tabac augmente le risque d'AVC, donc il faut arrêter de fumer, sinon vous êtes à risque. L'alcool, il paraît que bon, à partir de 3 verres chez l'homme et de 2 chez la femme, vous augmentez le risque d'AVC. Le régime alimentaire. Lorsque votre régime alimentaire est pauvre en fruits et légumes, cela augmente le risque d'AVC. L'obésité et la sédentarité également augmentent le risque d'AVC. Donc si on lutte contre ces facteurs de risque, on minimise ses chances de faire un AVC. Oui. Allô? Allô? Oui, alors? Oui, bonsoir monsieur. Votre Bon, nom? bonsoir, madame, ça va? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Kassana Yakité depuis Koutia. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Alors? Nous vous recevons, parlez. Très bien, je vais demander, docteur. Professeur Sissi, oui. Nous ne sommes pas des sportifs, c'est-à-dire quel sport ce que nous pouvons faire si nous ne sommes pas des sportifs, il a insisté sur le sport aussi, quoi. Alors, quand on n'est pas sportif... La marche rapide. 30 minutes de marche rapide, c'est suffisant. On ne vous demande pas de jouer pour le CI national. Marchez simplement. Et il y a aujourd'hui des applications très simples qu'on a dans Play Store
qui vous permettent de faire des exercices très simples sans vous faire mal. Mais la marche rapide déjà, pendant 30 minutes, est largement suffisante. Si vous faites ça 4 fois par semaine, vous minimisez vos chances de faire du diabète, de l'hypertension, etc. Lorsqu'on n'a pas assez de temps, professeur, vous recommandez les week-ends seulement? Non, non, pas les week-ends seulement, ça vous n'aurez pas les bénéfices. Et l'excuse du temps, je reçois beaucoup de patients qui me disent, écoutez, moi je travaille dans une banque, je suis très important et j'ai pas le temps. Je leur explique que non, que Barack Obama faisait du sport. Il était président des États-Unis. Donc Nicolas Sarkozy court dans Paris. Bon, quand on est dans une institution en Guinée, qu'on me dit, moi je suis médecin à l'hôpital, mais j'essaie de faire du sport 4 à 5 fois par semaine. Donc il faut se réveiller tôt, il faut s'organiser. Dans d'autres pays développés, sur le temps. C'est la meilleure formule, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, voilà. Allô? 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 Monsieur, vous ne pouvez pas regarder la télé. Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô, oui? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, Allô, d'où vous... bonsoir. Votre nom, bonsoir, messieurs. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et d'où vous nous appelez? Allô? Allô, nous vous recevons ici. Bien. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? C'est le même problème, il veut s'écouter, se regarder la télé et poser la question. Ça ne peut pas passer parce que nous, il y a un écho énorme. On ne décrypte pas ce que vous dites. Professeur, une petite question, proportion des sexes. Aujourd'hui, c'est les hommes qui souffrent des AVC ou les femmes, les jeunes filles, jeunes garçons, les enfants? C'est surtout les femmes, mais ça c'est... À un certain âge? Après 60-65 ans, à cause de la proportion du nombre de femmes, mais on pense qu'avant 65 ans, le système hormonal aurait un effet protecteur. Mais c'est après, à un âge avancé, c'est plus les femmes qui sont touchées que les hommes. Les explications ne sont pas bien claires, ce sont des constats. Mais l'AVC, c'est surtout une affection de la personne âgée dans les pays développés. Mais dans notre contexte, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc l'AVC frappe beaucoup de personnes jeunes. La grande majorité des gens qu'on a ont moins de 60 ans. Et ils sont souvent très actifs et se retrouvent handicapés à vie. Et c'est assez dramatique, oui. Donc chez nous, c'est surtout une affaire de... Il y a beaucoup de cas sur le sujet jeune. Chez nous, ce n'est pas une affaire d'alimentation, manque d'activité physique. Il y a beaucoup... Alors... C'est plurifactoriel. Allô? Bon. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom et d'où vous nous appelez? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez, messieurs? Vous allez bien? Très bien. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Les gens ne comprennent pas. C'est un peu compliqué. Professeur, demain, c'est la conférence de presse, le lancement, la journée mondiale des AVC. Est-ce que avez-vous un message clé à l'endroit de ceux qui regardent cette émission et les autorités? Je sais que durant... Vous ne passez que les messages à l'endroit des autorités, mais on a besoin d'un message clé à l'endroit des autorités, à tous qui regardent cette émission à travers la télé nationale. Aux populations, je dirais que mieux vaut prévenir que guérir, c'est un slogan connu. Maintenant, il faut qu'il soit pratique. Et la meilleure façon de le rendre pratique, encore une fois, c'est de lutter contre les facteurs de risque. Il faut dessaler nos sauces. Il faut éviter les cubes magiques. J'espère que je ne mets pas à dos les industriels du cube magique. Si, moi j'en parle tout le temps, ils se font de l'argent, mais ça cause beaucoup de dégâts. Les gens tombent malades et puis les femmes ont épousé ces bouillons culinaires quand on l'utilise pas. C'est-à-dire que la sauce vraiment ne passe pas. Voilà. Alors avant, les parents, nos mamans préparaient sans ces bouillons. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup de médecins nous déconseillent que vraiment ces bouillons culinaires pose problème. Oui, donc ça pose problème, donc il faut éviter les bouillons, comme dit Mme Tissoko. Il faut dessaler les sauces. On s'y habitue. Petit à petit. Oui, petit à petit, on s'y habitue. Il faut manger moins sucré, moins gras, je parle pour moi. Il faut régulièrement faire du sport, parce qu'on est en Afrique, c'est très compliqué. Il faut régulièrement faire du sport
pour éliminer tout ce que l'on consomme, il faut essayer de manger 2 ou 3 fruits et légumes par jour selon nos possibilités. Et après 40 ans, de temps en temps, aller à l'hôpital, ça paraît compliqué chez nous. Bon, les gens préfèrent attendre d'être devant la complication, mais mieux vaut prévenir. Faire une petite glycémie, aller faire un petit bilan, voilà, mesurer votre tension pour prévenir et ne pas attendre d'être. Parce que quand on est handicapé, honnêtement, il faut dire que c'est 30% de décès, Oui. 30% de handicap, donc c'est quand même sérieux. Très bien. Allô? Allô, oui, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Yimbaya. Votre nom? C'est Mariam Siri Kamara. Madame Camara, oui. Madame Camara, nous vous écoutons. Allô? Ok, je voudrais poser une question. Nous vous écoutons. Ok. Il y a quelque chose qui m'est arrivé une fois par rapport au nerf. Nous vous recevons. Parler, Madame Camara. J'étais juste là assise. J'ai vu ma bouche s'incliner. J'ai vu ma bouche s'incliner vers la gauche. Oui. Bon. C'est la question. J'étais en état de famille en ce moment, j'étais enceinte. Donc immédiatement, je suis allée voir mon médecin. Nous vous écoutons, allez-y. On a pensé au début que c'était la tension, mais ce n'était pas la tension. Donc je suis allée voir un ophtalmologue à la Minière. Un ophtalmologue. Qui a vérifié mes yeux et mes oreilles. D'accord. Qui m'a donné des produits que j'ai pris. D'accord. Ensuite, nous vous écoutons, Madame Camara. Que j'ai appliqué dans mes yeux. Oui. Donc, que j'ai appliqué dans mes yeux. Après, ils m'ont dit de partir à comment on appelle, kinésithérapie. Très bien. Eux aussi, ils avaient des pommades qu'ils appliquaient sur mes joues en massant. J'ai fait presque 2 mois. Je partais là-bas tous les jours. Jusqu'à ce que ma bouche s'est redressée petit à petit, petit à petit, petit à petit, à petit. Okay. Maintenant, quand j'ai accouché, oui, rapidement, madame. 8 mois, 9 mois après, oui. Quand je parle avec les gens, mes yeux, mon œil droit a l'impression de se fermer. Mon œil droit a l'impression de se fermer petit à petit. Les gens me remarquent. Qu'en parlant, mon œil se ferme, que mon œil se ferme. Donc, des fois aussi, mes nerfs se tendent du front jusqu'au niveau de la bouche. D'accord. Ma bouche aussi a tendance aussi de repartir, de se déformer. Mais ce n'est plus déformé comme avant. D'accord. Donc, franchement, je voudrais tellement, si le docteur, le monsieur en question, a une petite idée par rapport à ce qui m'arrive, je voudrais vraiment me faire soigner. Parce que j'ai même peur de perdre mon œil là. Alors. Ce que je vis ça présentement. Bon. Merci, il a compris, il va... Bon, en réponse à sa question, ce n'est pas un AVC. Ce qu'elle a, c'est une paralysie faciale périphérique. On appelle ça une paralysie faciale périphérique de la grossesse ou du postpartum. Donc, quand les gens sont enceintes, ça entraîne une immunodépression, donc une réactivation de certains virus au niveau de l'oreille qui vont attaquer le nerf et donc ils ont la bouche déviée. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à fermer l'œil. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était un problème ophtalmo. On appelle ça une lagophthalmie. L'œil ne se ferme plus parce qu'il y a une paralysie du nerf facial et donc il faut faire la rééducation. Le seul problème chez elle, c'est qu'elle a un stade séquelaire. Donc, ce sont les séquelles de la paralysie faciale. On peut toujours regarder et lui faire des suggestions. À des collègues belges qui seront là, on pourrait la montrer. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de garantie dessus. Il faut juste qu'elle comprenne que c'est des séquelles et il y a des médicaments qui peuvent aider dans ce cas qu'on peut lui prescrire et faire la rééducation. Professeur, dans son parcours, elle n'est jamais allée voir un neurologue, un ophtalmologue et puis un kiné. Est-ce qu'elle n'a pas été orientée dans ce cas? Je pense que, bon, peut-être la première, mais si elle a
été à Donka et qu'elle a été amenée en Guinée, je pense que celui qui a eu l'idée de la rééducation a eu le bon réflexe. Maintenant, à la phase aiguë, il y a des médicaments qu'il faut mettre dans la paralysie faciale périphérique, c'est les corticoïdes et les antiviraux. Comme je l'ai dit, c'est dû à une atteinte virale, donc dans la plupart des cas. Donc, vous l'invitez demain à assister à la conférence oui, et à une demain, consultation. la bienvenue, voilà. Alors, Madame Camara, si vous nous suivez, c'est une opportunité. Allez-y demain à partir de 9h au Palais du Peuple, dans la salle de congrès. Vous demandez professeur Camara, professeur Abbas Cissé. Vous lui dites que c'est Madame Camara qui a appelé hier à l'antenne et puis certainement il se souviendra de vous. Il retient facilement les noms et les visages. Alors, professeur, nous sommes presque au terme de notre émission. Je crois que nous étions au niveau des messages, les autorités, et vous avez parlé, mais l'appel est parti. Vous avez adressé un message à tous qui regardent. On va prendre ce dernier. Voilà, ce dernier. Alors? Oui, le dernier. Alors, bonsoir. Très rapidement, messieurs, nous n'avons plus de temps. Et votre question, oui, messieurs, bonsoir. Ah, c'est pas à la télé comme ça? Bien sûr, c'est à la télé, évidemment. Alors, je voulais juste poser la question au docteur. Hein? Oui, professeur, si c'est très rapidement. Hein? Rapidement, il vous écoute. Alors, je voulais juste lui demander pour le cas des femmes, quoi. Pourquoi la femme a toujours les têtes blanches là? Comment on traite ça, quoi? C'est ce que je voulais vous demander, quoi. Moi, c'est pas ça, Camara. Alors, ça, c'est la je gynéco. crois que... Il faut aller en gynéco. Alors, vous n'avez pas compris le thème d'aujourd'hui. Nous parlons des AVC. Alors, pour ce qui concerne les pertes blanches, nous aurons l'opportunité d'inviter un gynéco-obstétricien ici sur ce plateau, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, professeur, le message, je ne suis pas, on me dit de l'autre côté. Alors, professeur, est-ce qu'on peut communiquer un numéro sur lequel on peut vous joindre demain? Bon, je ne serai peut-être pas joignable parce que je dois communiquer. C'est même pas facile de l'avoir à temps normal, à plus forte raison demain avec la conférence, mais un assistant quand même pour répertorier les gens qui voudront vous appeler. Mais les gens peuvent venir au palais. Je peux laisser mon contact. Voilà, le contact, professeur, on a peur. Est-ce qu'on peut avoir le numéro d'un de vos assistants? D'un de mes collaborateurs, oui, voilà. Je pourrais vous le donner. Voilà, un numéro sur lequel on peut joindre rapidement pour les consultations gratuites de demain. Mais demain, ce n'est pas demain les consultations. Mais de toute façon, pour avoir un rendez-vous. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un numéro. Le 622. Le 622, si la régie nous suit, le 622. 41. 85. 84. Alors, si c'est noté de l'autre côté, vous pouvez afficher le numéro pour permettre à ceux qui voudront appeler professeur demain, après-demain et les jours suivants pour les consultations. Peut-être la consultation gratuite, c'est pour une journée, pas tout le temps. Alors, on ne peut pas prendre cet appel, professeur, le dernier mot et on va clôturer. Bon, le dernier mot, c'est la prévention et surtout que, voilà, nous invitons les autorités à faire entrer l'AVC et les maladies cardiovasculaires dans l'agenda avec une planification, une codification de la prise en charge. Mais surtout, un message d'espoir. Que l'AVC, c'est pas... Tant qu'on vit, il y a de l'espoir et nous devons continuer à être optimistes dans la prise en charge des AVC. Alors, moi, je vais hériter l'optimisme, parce que vraiment, professeur Cissé, à chaque fois qu'il passe dans cette émission, vraiment, je crois qu'un jour, les choses iront mieux. Il est optimiste et moi aussi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je le deviens. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec le professeur Abbas Cissé, neurologue, un service au CHU Yazine qui était notre invité. On a parlé des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. C'est la journée de demain. Nous, on l'a célébré en prélude. Et vous êtes cordialement invités demain à partir de 9h dans la salle de congrès au Palais du Peuple. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Il a dit, prenez soin de vous, de ce que vous mangez. Mangez moins salé, moins sucré, moins gras.
pour éviter ces maladies cardiovasculaires. Prenez soin de votre environnement. Quant à moi, je vous conseillerais de sourire, garder le sourire car c'est aussi une thérapie. N'est-ce pas, professeur Cissé? On se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thématiques. Merci et à très bientôt.